Salut et bienvenue à tous sur Anakaland. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers fascinant et terrifiant des films Alien. Depuis sa sortie en 1979, Alien est devenu un véritable phénomène culturel, redéfinissant le genre de la science-fiction et de l'horreur avec son atmosphère claustrophobique et son iconique xénomorphe. La franchise a ensuite continué à évoluer avec des suites et des spin-offs, chacun apportant sa propre vision de cet univers riche et complexe. Mais dans la vidéo du jour, nous allons nous concentrer sur deux films en particulier, Prometheus et Alien Covenant. Ces deux volets réalisés par Ridley Scott, le créateur de la franchise, ont souvent été les mal-aimés de la saga. Pourtant, outre une graphie proche de la perfection, ils ont surtout introduit des concepts et des thèmes qui méritent d'être explorés en profondeur. Deux films qui ont une place particulière dans le cœur du fan que je suis depuis tant d'années. Certes, Covenant, après de nombreux remaniements, est devenu un énième film Alien, mais Prometheus, lui, est clairement dans mon top des films de la saga. Et bien sûr, impossible d'ignorer l'excitation qui entoure la sortie prochaine de Alien Romulus. Qu'est-ce que ce nouveau film pourrait apporter à la saga? Quel lien avec Prometheus et Covenant pouvons-nous anticiper? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Dans cette vidéo, qui est l'une de celles m'ayant demandé le plus de travail d'écriture et de tri, car la version originale faisait plus du double de celle-ci, avec notamment des analyses très détaillées. Mais finalement, j'ai préféré me concentrer sur l'essentiel. Et comme la vidéo est encore assez longue, avec beaucoup de thématiques différentes, je vais la chapitrer au maximum afin que vous puissiez naviguer vers ce qui vous intéresse le plus. Faites-vous plaisir. Nous explorerons donc leur rôle et leur contribution à l'univers. Et ce, également, au travers des nombreux apports des très nombreuses scènes coupées des films. Je ferai également un petit détour par ce qui aurait pu être, ou même aurait dû être, la suite de Prometheus, si les enjeux de production ne s'en étaient pas mêlés. Et enfin, nous discuterons de l'attente autour de Alien Romulus, et de ce que ce nouveau chapitre pourrait apporter à la saga, avec notamment une théorie sur un lien évident entre les trois films. Un lien pourtant annoncé comme inexistant, ou presque concernant Romulus. Mais vous verrez, on pourrait bien être surpris. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour être totalement prêt pour Alien Romulus. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage où l'on ne vous entendra pas crier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir le boulot sur cette vidéo et ne rien manquer des prochaines aventures sur la chaîne. Merci de commenter et liker si vous le souhaitez, et c'est parti. Pour bien comprendre l'impact de Prometheus et Alien Covenant, il est tout d'abord essentiel de revenir sur l'histoire de la franchise Alien et ses différentes évolutions au fil des années. Tout a commencé en 1979 avec le film Alien, réalisé par Ridley Scott. Ce film a non seulement redéfini le genre de la science-fiction, mais il a également introduit un nouveau niveau de terreur avec son atmosphère oppressante et sa créature emblématique, le xénomorphe. Alien a été salué par la critique pour sa réalisation, son scénario et ses effets spéciaux révolutionnaires. Rendez-vous compte, c'était il y a 45 ans. Il a également marqué les esprits grâce à la performance inoubliable de Sigourney Weaver, dans le rôle de Ripley. En 1986, James Cameron a repris les rênes de la franchise avec Aliens, ou Alien le Retour. Contrairement au premier film, qui était principalement un film d'horreur, Aliens a adopté un ton plus orienté vers l'action tout en conservant des éléments de suspense et de terreur. Le film a été acclamé par la critique et a remporté plusieurs Oscars, notamment pour les effets visuels et le montage sonore. Il est souvent considéré comme l'une des meilleures suites de l'histoire du cinéma. Les années 90 ont ensuite apporté deux nouvelles suites à la franchise. Alien 3 en 1992, réalisé par David Fincher, et Alien Résurrection en 1997, réalisé par Cocorico Jean-Pierre Jeunet. Bien que ces films et leurs partisans, ils n'ont pas réussi à capturer l'essence des deux premiers volets. Alien 3 a souffert de problèmes de production et de changements de script de dernière minute, ce qui a conduit à une réception mitigée. Et en plus, ils font mourir un chien, donc c'était inacceptable. Et Alien Résurrection, avec son ton plus extravagant et ses choix scénaristiques audacieux, n'a pas réussi à convaincre une grande partie des fans de la saga. Puis, après une longue pause, Ridley Scott a décidé de revenir à l'univers qu'il avait créé, avec une nouvelle approche et une ambition renouvelée. Ridley Scott a toujours été fasciné par les questions existentielles et philosophiques. Il s'est souvent interrogé sur les origines de la vie et le rôle de la technologie dans l'évolution humaine. Avec Prometheus et ensuite Covenant, il a vu l'opportunité d'explorer ces thèmes profonds tout en revitalisant l'univers d'Alien. Lorsque Ridley Scott a entrepris de réaliser Prometheus, il souhaitait aller au-delà du simple film de monstre. Son objectif était de créer un film de science-fiction épique qui pose aussi des questions fondamentales sur la création, l'humanité et notre place dans l'univers. Prometheus a été conçu comme un préquel spirituel à Alien, se déroulant environ 30 ans avant les événements du premier film, soit en 2093. Explorant alors les origines des xénomorphes à travers la découverte des ingénieurs, une race extraterrestre avancée qui aurait créé l'humanité.
Scott voulait que Prometheus soit un film visuellement époustouflant, avec des décors grandioses et des effets spéciaux impressionnants. Et jusque-là, le pari était plutôt réussi. Il voulait également que le film aborde des thèmes complexes tels que la quête de l'immortalité, la relation entre créateur et création, et les dangers de jouer avec des forces que nous ne comprenons pas pleinement. Puis, avec Alien Covenant, la suite directe de Prometheus, qui se passe 10 ans après, soit en 2104, Ridley Scott a cherché à combler l'écart entre Prometheus et le Alien original, dont l'histoire se déroule en 2122. Malgré les nombreux changements de scénario et de direction narrative, il a tenté de marier les thèmes philosophiques de Prometheus avec les éléments d'horreur et de suspense qui ont fait le succès de Alien. Covenant explore davantage les motivations des ingénieurs et introduit de nouvelles créatures tout en réintroduisant les xénomorphes classiques. L'objectif de Scott avec Covenant était de répondre aux critiques de Prometheus, notamment celles concernant le manque de lien direct avec l'univers alien, et l'absence de créatures effrayantes emblématiques. Covenant reprend donc certains éléments visuels et thématiques de Prometheus, tout en réintroduisant des éléments familiers aux fans de la saga, comme le retour du xénomorphe dans toute sa terreur. La vision de Ridley Scott était très claire, continuer d'explorer les thèmes de la création et de la destruction, mettant en avant le personnage de David, l'androïde, interprété par Michael Fassbender. David devient un personnage central représentant à la fois le créateur et le destructeur, jouant un rôle crucial dans l'évolution des xénomorphes. Scott utilise notamment David pour poser des questions sur l'intelligence artificielle, l'autonomie des créations et les conséquences de se prendre pour Dieu. En outre, Alien Covenant examine les conséquences de la quête de connaissances interdites et les dangers inhérents à la manipulation de la vie. Le film explore les thèmes de la survie et de la confrontation avec l'inconnu, tout en maintenant une atmosphère de suspense et de terreur propre à la franchise. Des thèmes qui, selon moi, en font des films qui ont véritablement leur place dans la franchise et même dans le paysage cinématographique en général. Leur exécution, même si critiquable, surtout dans le cas de Covenant, en font également de grands films. Prometheus, sorti en 2012, fut donc un préquel à la saga créée en 1979. Son histoire, je le redis, se déroule en 2093, soit à peu près 30 ans avant Alien. Lorsqu'il a entrepris de réaliser Prometheus, Ridley Scott a voulu créer un film qui pourrait se tenir tout seul, tout en étant lié à l'univers Alien. L'objectif était de proposer une histoire originale et autonome qui ne se contenterait pas de recycler les événements des films précédents, mais qui ajouterait de nouvelles dimensions et de nouveaux questionnements, tout en redirigeant la saga vers ce que Scott avait initialement envisagé, corrigeant presque les égarements de ses successeurs au règne de la franchise dans les années 80 et 90. Car en effet, Scott a toujours été fasciné par les questions existentielles et les mystères de la création. Avec Prometheus, il a choisi de se concentrer sur l'origine de l'humanité et les entités qui auraient pu jouer un rôle dans notre existence. Le film introduit donc les ingénieurs, une race extraterrestre ancienne, qui, selon l'intrigue, aurait créé la vie sur Terre. Ce choix narratif a permis d'explorer des thèmes philosophiques très profonds comme le désir humain de comprendre ses origines et la quête de rencontrer ses créateurs. Prometheus a notamment été largement salué pour ses visuels époustouflants et sa direction artistique tout en respectant à la perfection les jalons posés par le premier film de la franchise. Les paysages extraterrestres, et même terrestres notamment, comme ceux tournés en Nouvelle-Zélande, sont majestueux. Les vaisseaux spatiaux et les créatures sont graphiquement toujours très puissants, leur design faisant même part intégrante de la narration. Et les effets spéciaux ont aussi été particulièrement appréciés. Le film a également été reconnu pour son ambition de traiter des concepts philosophiques profonds, comme la création de la vie, le rôle de l'humanité dans l'univers et les dangers de la quête de la connaissance ultime. Concernant tout d'abord David, l'androïde aux allures de psychopathe, brillamment incarné par Michael Fassbender, il soulève, comme tout bon fan de Ridley Scott le remarquera, cette thématique de forme de vie artificielle qui dépasse les espérances autant que les craintes de leurs créateurs. Ce qui était également un thème central chez le cinéaste avec Blade Runner. De même que, évidemment, son tout premier film Alien, déjà vieux de 45 ans. Et dont déjà, à l'époque, le sujet de l'intelligence artificielle était central. Et ce, avant même Terminator. Et l'androïde H était lui aussi un antagoniste secondaire de grande qualité. Au final, David n'est que la version améliorée et modernisée de ce qu'avait déjà installé Scott dans sa franchise. Car bien que les divers androïdes aient des rôles d'antagonistes ou d'alliés pour Ripley, selon les films, il ne faut pas oublier que ce n'était pas Scott qui était aux commandes. Ce personnage donc, créature humanoïde artificielle, création de l'homme, ou plutôt d'un homme, Weyland, le grand patron de Weyland-Yutani, l'autre grande entité représentant le mal dans la franchise, et ce, quel que soit le film, et qui pose de nombreuses questions existentielles sur le sens de la vie. J'ai personnellement adhéré le développement de ce personnage, une machine mais pourtant pensée comme vaniteuse, rappelez-vous la petite séance teinture quand il est à bord du Prometheus, et même sensible lorsqu'on le voit captivé par le film Laurence d'Arabie. A noter d'ailleurs que l'une des versions alternatives de cette scène nous le montre carrément en train de pleurer.
Un élément qui a été modifié dans le projet final mais qui aurait assurément eu un impact encore plus fort sur la caractérisation de ce personnage. Ou même quand il est véritablement blessé par les remarques narquoises d'Holloway, car il ne serait qu'une machine. Avec tout ça, on pourrait presque se demander quel est le véritable point de vue sur l'intelligence artificielle de Ridley Scott. Surtout avec le contraste entre David Wash dans Alien et les divers androïdes de Blade Runner. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo tellement c'est vaste comme sujet. Et celle-ci sera déjà suffisamment longue. Mais bref, là où ce film fait très fort, selon moi, c'est en créant une véritable opposition entre formes de vie organiques et artificielles. On a évidemment des oppositions explicites, comme entre David et Madame Vickers, tous deux se disputant l'affection et le respect d'un vieux bonhomme, mais plus profondément encore, le sujet prend tout son impact entre David et Elizabeth Shaw. Personnage génialement incarné par Noomi Rapace, mais ceux qui me suivent déjà depuis un moment savent l'affection que j'ai pour cette femme. Donc une opposition entre deux êtres pourtant frappés d'un même destin, notamment concernant la création de la vie. David ne le peut pas car il est une machine, ça c'est clair, mais Shaw non plus ne le peut pas car elle est stérile. Et cette incapacité à accéder à l'une des fonctions les plus basiques de la vie humaine en font un personnage très fort dans ce sens. Et si on tient compte là aussi d'une autre séquence coupée dispo dans le Blu-ray, son perso prend encore plus de poids au sein de ce débat. Car en effet, on y apprend lors d'une conversation avec son mec, Holloway, que sa mère est morte en lui donnant la vie, créant donc un énorme vide dans la vie d'Elizabeth et donc un profond lien avec David. Et c'est probablement pour ça que Shaw est le seul personnage de ce film à ne jamais être méchant ou même méprisant avec l'androïde. Raison pour laquelle il s'attache autant à elle, même si c'est d'une façon très perverse, j'en conviens. Et ce lien entre eux viendra évidemment aussi du fait que cette incapacité à produire la vie fut réglée par la matière noire. Introduite en Holloway par David, presque en guise de vengeance pour ses mots méchants envers lui, qui vont ensuite créer le trilobite, sorte de poulpe, le proto-facehugger à qui Shaw va donner la vie, faisant d'elle la première étape de son grand projet. La matière noire donne la mort tout en pouvant créer la vie, même là où c'était impossible, faisant encore référence à ce thème central dans la nouvelle série de Scott. Cependant, le film a aussi été critiqué pour l'incohérence apparente de son scénario, et le manque de profondeur de certains de ses personnages. De nombreux spectateurs et critiques avaient relevé des trous dans l'intrigue et des décisions des personnages jugées irrationnelles ou inexplicables. Des éléments qui ont malheureusement subi les enjeux de production assez particuliers pour ce film, et encore plus pour sa suite. Ces éléments qui ont souvent été perçus comme affaiblissant l'impact global du film et l'empêchant pleinement de réaliser son potentiel narratif. Mais malgré les critiques, Prometheus a joué un rôle crucial dans l'élargissement de l'univers Alien. Et c'est en cela, surtout, que ce film est véritablement génial. Il a su élargir un univers après plus de 30 ans d'existence sans pour autant trahir ou dénaturer ce qui avait déjà été fait. Je pense par exemple au concept de reine xénomorphe que Scott avait critiqué à l'époque mais qui finalement semblerait revenir par un chemin détourné dans sa mythologie. Le film a introduit des concepts et des éléments mythologiques qui n'avaient pas été explorés auparavant. Les ingénieurs, en particulier, ont ajouté une nouvelle dimension à l'histoire des xénomorphes et à leurs origines. Le film a également posé des questions sur la création de la vie et les conséquences de jouer avec des forces inconnues, élargissant ainsi les thèmes de la franchise au-delà de la simple survie contre une menace extraterrestre. Prometheus a ainsi réussi à revitaliser la franchise Alien, en y apportant des thèmes plus profonds et en élargissant sa mythologie, même si son exécution a divisé les spectateurs et certaines critiques. De plus, ce nouveau film avait plus ou moins répondu à une des questions existentielles de la saga. Pourquoi l'univers est seulement peuplé d'humains, ainsi que de monstres? Car les ingénieurs ont créé l'humanité volontairement. Nous ne sommes pas le fruit du hasard de l'évolution. Et puis, les ingénieurs se sont finalement fait exterminer par David, ne laissant plus que l'humanité et la création du pire des androïdes. Les xénomorphes qui sont donc la création de leur création. Ainsi, la boucle est presque bouclée. Rendez-vous compte qu'au milieu de toutes ces horreurs, Ridley Scott a réussi à y mettre un peu de poésie. Et donc une réponse au plus fondamental des questions, qui là aussi est répondue dans une scène coupée. Les ingénieurs ont fait beaucoup de tentatives, mais seule celle sur Terre aurait fonctionné. Et donc on est bien seul dans l'univers, ce qui est tout de même un peu triste. Sauf qu'à présent, on sait que le monde de Covenant n'était pas celui des ingénieurs, ce n'était pas Paradis. Donc l'humanité n'était finalement pas si seule dans l'univers. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Surtout qu'il nous dit ça alors qu'on n'aura peut-être jamais le mot de la fin sur l'arc des ingénieurs. C'est pas cool, et donc on va faire comme si. Mais le pire reste que Ridley Scott a toujours dit qu'il était contre une sortie en version longue de Prometheus, alors que justement de nombreuses scènes très intéressantes ont été coupées, notamment concernant la caractérisation et l'explication des divers choix des personnages, qui était justement une des plus grosses critiques de ce film. En effet, dans ces nombreuses scènes coupées, le personnage de Shaw et de David sont encore plus caractérisés dans leurs différences archétypales, comme expliqué un peu plus tôt.
ou même pour des personnages plus secondaires comme Weyland ou Madame Vickers et même Yannick, le capitaine, qui nous révèle son passé et donc la raison de son ultime sacrifice à la fin. De plus, les suppressions les plus dommageables sont celles concernant le lore, avec ma préférée, celle parlant de la religion des ingénieurs. Ce diacre originel, créature sacrée semblable à un dieu pour les ingénieurs, représenté presque comme le Christ sur un mur, étant notamment à l'origine de leur croyance selon laquelle la création doit être faite au prix du sacrifice, ce qui correspond parfaitement au cycle de vie des xénomorphes, une vie pour créer une vie. Et ça, pour le coup, ça aurait été pas mal de le garder pour la mythologie des ingénieurs. Ceci menant donc à la scène la plus importante pour le film, la réponse de l'ingénieur à Weyland. Dans le film, il ne répond rien et tue simplement le vieil homme après avoir arraché la tête de David. Mais il était prévu une véritable conversation entre eux, et même avec Shaw. Une conversation qui répondait enfin à la question de cette dernière. Pourquoi ils voulaient détruire leur création, les humains? Car dans l'écriture originale, ce n'était pas un acte gratuit. L'ingénieur expliquait que l'Éden qu'ils avaient offert à l'humanité en créant la vie sur Terre avait été perverti par l'humanité au fil de son évolution, et que c'est notamment la guerre et la destruction, la haine qu'ils avaient aussi héritée d'eux, qui les rendaient indignes de vivre. Car on comprend que leur objectif était de créer une race meilleure que la leur, alors qu'au final, nous serions bien pires. De plus, le désir d'immortalité de Weyland se confronte avec la croyance de l'ingénieur. La création doit d'abord passer par le sacrifice, et un créateur ne doit pas survivre à sa création. Ce qui, au final, teasait plutôt pas mal le destin des ingénieurs dans la suite. Or, Weyland souhaite l'immortalité en récompense de sa création de David, un être plus que parfait, provoquant ainsi les actes meurtriers de l'extraterrestre. Et dans cette conversation supprimée, on a même une référence à Jésus. Ouais, vous ne rêvez pas. Référence qui fut aussi supprimée comme d'autres moins importantes dans le reste du film, ne voulant sûrement pas faire de Prometheus un outil de propagande. Mais en effet, l'ingénieur fait référence au fils d'une mère, il me semble que c'est à peu près ça, qui aurait été emmené depuis la Terre sur leur monde-mère, pour y apprendre notamment le vrai sens de la vie, puis ramené en tant que prophète, mais qui fut alors tué par ses semblables. Donc ce serait quand même clairement Jésus. Mais concernant ces suppressions, le pire est bien sûr l'abandon de la version originale de la suite de Prometheus. Un film originalement appelé Prometheus 2 ou Paradis, une référence au nom de la planète des ingénieurs vu dans Covenant, et donc un film qui devait à l'origine se concentrer sur le voyage de David et Shaw à bord du Juggernaut jusqu'à la planète des ingénieurs. Paradis. Une chose qui a été abandonnée par la production pour ne finalement devenir qu'un petit prologue au film Alien Covenant. Un prologue appelé The Crossing, la traversée, apportant seulement quelques éclaircissements supplémentaires sur la transition entre les deux films, fournissant un contexte pour l'évolution de David et la genèse des événements qui se déroulent dans Alien Covenant. Un court-métrage d'à peine 2 minutes que certains ont même trouvé bien meilleur que le film complet qu'il introduisait. Car en effet, faire une croix sur le personnage de Shaw et sa relation avec David, ainsi que les véritables raisons de la vengeance de ce même David, ou encore les détails de la mort de Shaw qui était à mon sens une sacrée erreur. Car en effet, ce premier prologue centré sur le scénario abandonné de la suite de Prometheus n'a finalement pas été le seul. Un autre, un peu plus long mais pourtant bien moins intéressant, introduisait l'équipage du vaisseau colon Covenant, lors d'une petite soirée bien arrosée avant leur départ pour le Nouveau Monde, introduisant donc vraiment plus les personnages en quelques secondes, avec notamment Walter et Daniels, mais aussi le capitaine, incarné par James Franco, qui fait notamment une petite référence à sa propre mort au tout début du film. Il dit à sa femme, après avoir un peu trop picolé, qu'il meurt de chaud, burning hot, et après son réveil, dans le film, il part littéralement en flammes. Et donc, Alien Covenant. Ici, l'objectif de Ridley Scott était de renouer avec les racines horrifiques de la franchise, tout en poursuivant les thèmes philosophiques et les questions existentielles introduites dans Prometheus. L'objectif était finalement de créer un équilibre entre l'horreur viscérale et le suspense du premier Alien. Alien Covenant devait aussi poursuivre l'histoire laissée en suspens par Prometheus, en approfondissant la mythologie des ingénieurs et en explorant davantage les origines des xénomorphes. Le film continue de suivre l'androïde David et son évolution, tout en introduisant de nouveaux personnages et de nouvelles menaces. Toutefois, comme je l'ai dit, le film ne ressemblait finalement pas du tout à ce qu'avait imaginé Ridley Scott, la production ayant refusé notamment le retour de Noomi Rapace, y préférant un nouvel équipage et une histoire plus bateau dans la lignée des autres films de la franchise. Covenant a tout de même été salué pour son retour aux éléments d'horreur qui ont fait le succès du film original. Les scènes de suspense, la terreur et les affrontements avec les xénomorphes ont été appréciés par de très nombreux fans et critiques. La tension palpable et les séquences de frayeur ont rappelé l'atmosphère claustrophobique et oppressante du premier Alien. Sans oublier, encore une fois, le côté ultra graphique de l'univers,
avec notamment le labo de David et tous ses cobayes et croquis qui rendent l'atmosphère très prenante et le film très beau. Et ici, clairement, qui n'a jamais fait pause pour étudier en détail chacun des dessins au mur? Ou alors, ce n'est peut-être que moi. Cependant, le film a également reçu des critiques négatives, notamment pour un scénario jugé prévisible, ce qui est vrai, et une exécution qui mélangeait maladroitement les thèmes philosophiques et les éléments d'horreur. Le film n'approfondissait pas suffisamment les concepts introduits dans Prometheus et se concentrait trop sur les éléments horrifiques, créant ainsi une dissonance tonale trop forte. De plus, comme toujours, en dehors des rôles principaux féminins, les décisions des personnages sont débiles et manquaient de logique, ce qui a affecté la crédibilité du récit. Mais là, en vrai, c'est pareil dans tous les films aliens. Déjà, à l'époque, Ripley était la seule à faire fonctionner son cerveau. Toutefois, Alien Covenant a joué un rôle clé dans la tentative de Ridley Scott de relier les films narratifs de Prometheus avec ceux de la franchise Alien. Le film explique davantage le lien entre les ingénieurs et les xénomorphes, en montrant comment David a manipulé les éléments biologiques pour créer les créatures emblématiques. Cette exploration des origines des xénomorphes ajoute une nouvelle couche de profondeur à l'univers alien, tout en préparant le terrain pour les futurs développements de la saga. On y retrouve encore et toujours le débat sur l'origine de la vie, notamment au travers du personnage de David, comme dans le précédent, tout en y ajoutant la notion d'art et de créativité. Une chose qui devrait être impossible venant d'un être artificiel. Et pourtant, on a même la notion d'erreur humaine avec David qui se trompe sur l'origine du poème Ozymandias. Une notion d'erreur qui remet donc en perspective la perfection de David. On y revoit aussi évidemment le côté vicieux, mesquin et revanchard de David. Comme avec Holloway dans Prometheus, qui lui parlait mal et qu'il avait choisi comme cobaye pour la matière noire, ici c'est le nouveau commandant, le pasteur, qui, après s'en être pris au néomorphe adulte, devient le sujet d'expérience de David, celui qu'il va présenter à ses œufs. Il nous prouve encore qu'il trouve les humains, ses créateurs, indignes de vivre, tout comme les ingénieurs, même si lui n'est pas forcément mieux, voire même pire. Il est aussi très intransigeant, surtout face à l'échec ou la déception, un trait qu'il aura sûrement reçu de son père. Et rapidement, toujours sur le thème de l'intelligence artificielle, on a même le retour de Mother, la même entité que dans le film original de 79, renforçant encore une fois le lien avec les origines de la saga. Ce film nous offre donc une nouvelle perspective sur la création des xénomorphes. Sur Paradis, la matière noire est à présent sous la forme de spores, après le génocide perpétré par David. Des spores qui nous sont d'ailleurs introduites dans une séquence qui me fait à chaque fois penser à Jurassic Park 2. L'androïde est présenté comme le véritable créateur des xénomorphes, tels qu'on les connaît. Ces diverses expériences biologiques, notamment avec le corps de Shaw, ont fait naître une nouvelle forme de vie. Après le diacre de Prometheus, qui est probablement la forme d'origine de ces créatures, lorsqu'elle naît d'un ingénieur, et donc une référence au premier diacre, le xénomorphe originel dans les croyances des ingénieurs, mais ici, en y ajoutant un peu d'ADN humain, et avec la violence inhérente à notre espèce, ça a fait de ces nouveaux monstres des tueurs encore plus efficaces. On remarque toutefois que le néomorphe, sorte de créature imparfaite et incomplète, se cherche encore. Elle n'a pas vraiment de schéma strict. On en voit un qui jaillit du dos de son hôte et un autre qui sort par la bouche. Toujours dans le glamour. Et qu'il ne passe donc pas par la phase du chestbuster, ni du pire de tous, le facehugger. Différentes étapes du développement de la créature qui ont été designées par David, afin que chacune de ces étapes renforce toujours plus le xénomorphe vers la créature parfaite qu'il représente aujourd'hui. Chacune de ces étapes permettant une meilleure assimilation de l'ADN humain, et donc un renforcement de ses attributs meurtriers. La matière noire brute fait naître des créatures imparfaites, plus fragiles, qui craignent la lumière et qui ne vivent pas longtemps. Alors que dans leur version évoluée, qui passe par plusieurs étapes, la créature est bien plus puissante. Le plus évident est par exemple le fait que les néomorphes n'ont pas encore de sang acide. Et ça, encore une fois, pour moi, c'était super cool. Un élément très important de ce film, cette évolution ou élargissement de la mythologie. De plus, pour une fois, le film nous faisait croire à une fin plutôt positive, ou en tout cas moins négative que les autres films. L'héroïne n'est pas la dernière survivante pour une fois. Même si, très vite, le film repart de plus belle avec une chasse à l'alien dans un vaisseau, car il en reste toujours un. Et donc, un final digne d'Aliens, dans le hangar avec les grosses machines. Et finalement, un énorme massacre dans lequel on retrouvera également la symbolique très appuyée sur la sexualité et même le viol avec l'histoire de la douche, qui est un thème toujours très présent dans les films aliens. Ainsi, dans ce film, on a un peu de tout. L'exploration d'une planète, avec des environnements d'ingénieurs, et aussi dans l'espace, à bord du vaisseau. Ce qui en fait presque une véritable anthologie de toute la saga. Mais c'est peut-être ça, justement, qui plaît moins dans cet opus. Le manque de surprise et le survol trop fréquent des thématiques pour tout faire rentrer en 2 heures de film. Comme si les scénaristes n'avaient pas su faire des choix et avaient tout gardé. Sauf, bien sûr, ce qu'il y avait de mieux dans Alien Covenant. Les scènes coupées, encore une fois, qui rendent tellement plus impactant le final déjà grandiose.
Car en effet, je gardais ce que j'ai presque préféré dans ce film, à savoir son énorme finale, tant en termes de plot twist que d'horreur. Car, bien qu'il soit génial en lui-même dans la version finale du film, les scènes supprimées apportent encore plus de force à ce récit. Dans le film, on découvre au tout dernier moment, alors que Daniel s'est enfermé dans sa capsule de cryo, sur le point de s'endormir encore pour 7 ans, que l'androïde qui a fui la planète avec eux n'est pas le gentil Walter, mais bel et bien le taré David. Et ça, clairement, quel finish. Et quelle horreur pour le personnage de Daniels, qui va subir le même sort que Shaw. Sauf que là, au moins c'est clair, il lui en fait même la promesse avec sa tête de grand psychopathe. Là où pour Elizabeth, on avait encore de l'espoir à la fin de Prometheus. Car comme le dit David lui-même dans le film, à cause de ses actes meurtriers, il a très vite manqué de matière première pour ses expériences. Il n'avait donc réussi qu'à créer que quelques œufs et ne pouvait aller plus loin. Mais là, il a de quoi faire avec les 2000 colons endormis à bord du Covenant. Et ce que nous apprennent les scènes coupées, et notamment la toute dernière qui devait conclure le film avec cette scène déjà horrible, c'est un message envoyé par David à la compagnie Weyland-Yutani, dans lequel il explique enfin avoir trouvé son loup, référence presque certaine à son monstre, son tueur, le xénomorphe, dans sa forme parfaite. Il y parle aussi d'un nouveau troupeau de moutons, à savoir les colons endormis, qui vont donc servir de pâture à ce même loup. Et surtout, le plus important, c'est qu'il termine par dire que sa prochaine étape, la dernière pierre à son édifice, est la création de sa reine. Référence donc à cet élément que Ridley Scott avait d'abord refusé, mais qui au final, avec cette nouvelle série de films, devient véritablement canon à son univers. Et donc, une reine qu'il fera naître de Daniels, succédant à Shaw avec qui cela n'avait malheureusement pas fonctionné. Et d'ailleurs, on remarquera notamment son comportement changé à l'égard de cette nouvelle héroïne après la scène d'action très cool du retour sur le Covenant, et l'affrontement sur la navette. En effet, elle élimine à elle seule sa créature parfaite. Ainsi, David voit probablement en elle, à ce moment, une digne héritière de Shaw pour ses expériences. Une femme suffisamment forte pour engendrer sa reine. Ce message de David donc qui explique peut-être aussi comment la compagnie pouvait savoir pour la planète LV-426, où l'équipage de Ripley découvrait le Dérélict en 2122, même s'il demeure le manque d'un véritable trait d'union entre ces deux films, Covenant et Alien premier du nom. Comment le Dérélict, le Juggernaut du premier film, est arrivé sur la planète 426 avec plein d'œufs à son bord. Et surtout, un ingénieur au volant avec la poitrine explosée. Y avait-il finalement une reine endormie quelque part dans le Dérélict? Même si, oui, je sais, les fans les plus hardcore feront remarquer que dans une des scènes coupées du premier film, les aliens se reproduisaient en transformant directement un humain en œuf avec une sorte de chrysalide bien dégueu. Mais ceci a aussi été abandonné, et comme vu plus tôt, les reines font maintenant partie de la mythologie de Scott. Ainsi, David, avec son tout nouveau vaisseau plein de cobayes, a-t-il trouvé un autre vaisseau ou carrément une autre planète d'ingénieurs pour les contaminer avec ses xénomorphes en forme finale? Ou a-t-il carrément poursuivi ses recherches sur Origae 6, la planète des colons, sur laquelle des ingénieurs auraient peut-être aussi été présents? Bref, beaucoup de questions sans réponse, et un lien toujours manquant avec le début de la franchise. Car c'est ce semi-échec commercial, couplé au rachat de la Fox par Disney en 2019, qui a bloqué la production de la fin de cette nouvelle trilogie de Ridley Scott. Ce qui est vraiment triste de ne pas avoir eu de véritable conclusion à cette nouvelle histoire, même si, par chance, il est toujours présent en tant que producteur exécutif sur Romulus, qui arrive très bientôt. Donc nous pouvons tout de même espérer y voir un semblant de conclusion. Alien Romulus sera donc le prochain volet de la franchise, dirigé par Fede Alvarez et produit par Ridley Scott. Peu de détails ont été révélés à ce jour concernant l'intrigue, mais la production a suscité beaucoup d'anticipation chez les fans. On s'attend bien sûr à ce que Romulus apporte une nouvelle vision tout en restant fidèle aux éléments clés de l'univers Alien. Il y a une très forte opportunité de revitaliser la franchise en introduisant de nouvelles idées et perspectives tout en rendant hommage aux films précédents. L'approche de Fede Alvarez, connu pour ses talents dans le genre du gore et de l'horreur, pourrait apporter un nouveau souffle à cette saga. Et étant donné que Ridley Scott est impliqué en tant que producteur exécutif, il est possible que Romulus contienne des éléments ou des références à Prometheus et Covenant. Bien que le film puisse se concentrer sur une nouvelle histoire, les thèmes et les questions soulevés dans les précédents films de Scott pourraient trouver une résonance dans Romulus. La continuité narrative pourrait se manifester à travers des clins d'œil subtils ou des éléments mythologiques intégrés dans l'intrigue. Surtout qu'on est très nombreux à espérer, je pense, qu'Alien Romulus offrira au moins quelques réponses aux questions laissées en suspens par Covenant et Prometheus. On s'attend, et on espère également que le film apporte une continuité logique et respectueuse de l'héritage de la franchise, sans partir dans tous les sens comme avec d'autres franchises depuis le rachat.
Mais le style de Fede Alvarez, aperçu dans les trailers, semble bien parti pour ajouter une nouvelle pierre à la légende de la saga. Et bien que je sois un peu inquiet par le jeunisme criant de ce nouveau casting, je garde espoir. Car oui, ici on va suivre une bande de gamins, presque des ados, dans une aventure alien. Sauf que cela répond tout de même à une véritable question que se posait le créateur de la franchise. Comment une bande de jeunes individus, sans savoir-faire particulier, mais simplement un désir de survivre, s'en sortirait dans une telle situation? Une question qui était née, étonnamment, de son visionnage du second film, celui de Cameron, qui avait introduit une colonie sur la planète LV-426. Donc l'influence de Prometheus et Covenant pourrait se manifester dans la manière dont Romulus aborde les thèmes de la création, de l'intelligence artificielle et des origines des xénomorphes présents sur la station. Surtout que si on va chercher un peu plus loin dans l'analyse du titre et même du trailer, on remarque une référence évidente au loup. Romulus et son frère Rémus étaient les fondateurs de Rome, élevés par une louve. On a d'ailleurs une image du loup de Rome qu'on retrouve sur le vaisseau dans le trailer. Un lien donc plus ou moins évident avec le loup de David. Et donc la reine de David, son chef-d'œuvre, serait peut-être à l'origine de tous les œufs de facehugger présents sur la station spatiale Romulus, qui serait donc peut-être le résultat des recherches de David et de la société Weyland, mais qui se conclurait sûrement par la perte de cette station, et donc expliquerait les opus suivants de la saga. Car je rappelle que Romulus se déroulera entre le premier et le second film, donc entre 2122 et 2179, pendant que Ripley faisait une sieste avec son chat. Ainsi, les développements narratifs et les personnages introduits dans les films de Scott pourraient servir de base pour les nouvelles intrigues et les explorations mythologiques dans Romulus. Malgré des thèmes probablement moins forts, la combinaison de l'héritage philosophique de Prometheus et de l'horreur viscérale de Covenant pourrait créer un film qui enrichit encore davantage l'univers alien. En conclusion, malgré leur réception mitigée, Prometheus et Alien Covenant occupent une place importante dans l'univers de la franchise Alien. Prometheus se distingue de par son ambition et sa profondeur philosophique, ainsi que graphique, offrant une exploration fascinante sur les origines de l'humanité et des questions sur la création et la destinée. Visuellement époustouflant et conceptuellement audacieux, ce film a ajouté de nouveaux éléments de mythologie à l'univers alien. Des éléments qui malheureusement ont souvent été abandonnés. Alien Covenant, de son côté, bien que parfois critiqué pour sa prévisibilité et le mélange de ses thèmes, parfois brouillons, a réussi à raviver l'horreur claustrophobique des films originaux tout en continuant d'explorer les thèmes de Prometheus. Son esthétique, fidèle à la direction visuelle imposée par son prédécesseur, maintient un haut niveau de qualité graphique et d'immersion. Malgré certaines maladresses, le film reste un ajout visuellement impressionnant et un lien essentiel entre les questions philosophiques et l'horreur brute de la franchise. En somme, ces deux films, bien que mal aimés par une partie des fans, ont enrichi l'univers Alien avec des concepts et des visuels marquants. Leur contribution à l'élargissement et à la profondeur de la saga ne doit pas être sous-estimée. Enfin, Alien Romulus promet d'apporter une nouvelle perspective à l'univers Alien, que ce soit en bien ou en moins bien. Ce film pourrait combler les lacunes de l'histoire et offrir de nouvelles révélations captivantes. Avec l'excitation croissante autour de ce projet, les fans ont de grandes attentes pour voir comment Romulus va s'intégrer dans la continuité de la franchise et s'il pourra faire le pont entre les différentes époques et les films précédents. Et clairement, l'échec n'est pas envisageable pour Disney, s'ils ne veulent pas mettre un point final à cette grande saga.